Vous êtes chez Apineuron. Apineuron, on est un éditeur à visée thérapeutique, c'est-à-dire qu'on conçoit des applications qui sont destinées à des professionnels de santé pour les aider à évaluer et à accompagner leurs patients qui présentent des troubles cognitifs. Donc les professionnels de santé en question sont majoritairement orthophonistes. Et donc aujourd'hui, voilà notre job avec des équipes de designers, avec des orthophonistes auteurs, avec des concepteurs informatiques. On va développer des logiciels. Et ces logiciels, ce seront soit des logiciels d'évaluation qui permettent donc à l'issue de poser un diagnostic orthophonique, soit des logiciels de rééducation qui vont permettre de prendre en charge un patient qui présente un trouble de nature, soit langage écrit, langage oral, cognition mathématique, trouble de la parole, etc. Finalement, on a trois types d'outils. Le premier, qui est au début du parcours de soins, ce sont des outils qui vont permettre de faire une évaluation, c'est-à-dire qu'on va passer, et là c'est un logiciel, alors on en a plusieurs, en fonction de ce qui est à évaluer, qui est quelque chose qui est normalisé et validé, c'est-à-dire qu'on a recueilli avec des cohortes statistiques qui font référence pour l'effet qui est mesuré. Donc c'est des cohortes qui vont de 40 à 200, 300, 500 patients ou 500 sujets sains et qui vont permettre donc à l'issue de cette passation de dire si oui ou non vous êtes conforme à votre cohorte ou si votre performance s'écarte de la moyenne de votre cohorte. Et à partir de la nature de cet écart, on va déterminer un seuil qui doit alerter le thérapeute, le clinicien, sur probablement un déficit sur la compétence qui est évaluée. Typiquement, donc on a des outils qui permettent d'évaluer le langage, la lecture, l'empan visuo-attentionnel, la capacité mnésique, c'est-à-dire les fonctions de mémoire, les fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité de raisonnement. Et donc ça se traduit dans une gamme où on a des outils qui s'appellent d'aide au bilan orthophonique. J'ai décidé en tant que clinicien de vous faire passer cette épreuve-là pour m'éclairer moi dans mon diagnostic. Et selon votre performance à cette épreuve-là, je vais dire, ok, écoutez, c'est très bien, mais là je pense qu'on s'inquiète pour rien. Ou à l'inverse, non, en effet, ça me met sur la voie et puis je vais peut-être continuer des investigations cliniques pour à la fin poser un diagnostic orthophonique de dyslexie, de dysphasie, de dyscalculie, de dyspraxie, d'aphasie, etc. Et à partir de là, donc une fois qu'on a fini cette partie-là, on va mettre en place un projet thérapeutique. Et ce projet thérapeutique, c'est donc un parcours qui est principalement axé par des prises en charge où vous allez venir dans mon cabinet orthophonique. Et donc là, on va utiliser des outils qui vont permettre cette fois-ci d'entraîner ce qui a été détecté comme déficitaire. Et là, à nouveau, ça se présente comme des jeux sérieux. D'accord ? Donc c'est des tâches qui sont toutes digitales, mais qui vont permettre d'avoir un entraînement intensif sur un sujet qu'on a détecté qui est sujet d'entraînement. Ça peut être de la lecture flash, je vais vous afficher des mots, ils vont disparaître et je vais vous demander de les lire. Ça peut être on va travailler l'empan mnésique, donc je vais vous afficher des images, les faire disparaître et vous allez devoir me les restituer. Je simplifie à l'extrême, mais c'est des tâches de cette nature-là que pour la moitié on peut faire avec d'autres supports et que pour une autre moitié, seul le digital va autoriser cette tâche-là avec la visée thérapeutique que ça doit avoir. Et la troisième nature d'outil, et c'est sur ça qu'on s'emploie aujourd'hui, parce que sur la partie évaluation, on a une très grosse partie de l'état de l'art. Sur la partie rééducation, on a 20 ans d'édition, donc on a un très très gros contenu. Aujourd'hui, l'expression du besoin, c'est de faire aussi des protocoles qui permettent donc
au patient, cette fois-ci, de poursuivre la rééducation par un entraînement qu'il va faire hors du cadre des séances avec et chez l'orthophoniste. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle donc des protocoles de rééducation. Dans les termes qui circulent aujourd'hui, des DTX, des Digital Therapeutics, en son, ça englobe beaucoup plus de choses que ce que je décris, mais ce que je décris est une Digital Therapeutics. Pour simplifier, il y a 3 étapes, d'accord ? La première, c'est pour que ça soit une thérapie, il faut qu'il y ait une validation scientifique ou médico-économique. Ça, c'est une partie qui est assez méthodique, méthodologique, laborieuse, mais c'est faisable. Ça prend du temps, ça coûte des financements sensibles, mais c'est faisable. Okay. Une fois qu'on a passé cette étape-là, ça y est, on a une thérapie digitale, elle existe. Très bien. L'étape qui suit et qui est fondamentale, c'est qu'il faut qu'elle soit prescrite ou recommandée. Et là, typiquement, c'est là que, effectivement, la médecine actuelle, elle est, pour l'instant, pas éclairée sur ses capacités. Bien sûr qu'il y a des personnes qui sont en position d'innovation, donc ils le savent, mais sinon, le corps médical, pour l'instant, est en attente de démonstration. Et c'est le premier enjeu. Une fois que la thérapie est validée, il faut qu'elle soit prescrite. Et ça, c'est pas acquis d'avance. Voilà. Je passe cette étape-là. Imaginons qu'effectivement, une thérapie digitale sur un champ d'application bien donné, elle a été validée, que la spécialité, si c'est des ORL, si c'est des phoniatres, si c'est des neurologues, peu importe, adopte le traitement dans l'état de l'art et le prescrive. Il reste l'enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'est qu'ensuite, il faut que ce traitement-là soit observé dans le sens effectué par le patient. Un traitement médicamenteux, je ne dis pas que c'est facile, mais néanmoins, c'est une prise de médicaments. Voilà, il faut le faire, il ne faut pas l'oublier, il faut être rigoureux. Très bien. Une thérapie digitale, celle que j'ai en tête, c'est quand même des traitements qui durent, où il faut qu'il y ait des entraînements qui soient spécifiques, sensibles et surtout intensifs. Intensif, ça veut dire que, voilà, par exemple, nous, dans ce qu'on fait, il faut faire ça pendant 6 semaines, 5 fois par semaine, 20 minutes par jour. Et c'est des tâches qui ne sont pas forcément très amusantes, puisque c'est des choses basées sur de la répétition. Donc, en soi, il faut absolument s'attacher cette fois-ci et prendre cette hauteur de se dire ok, ça a été démontré dans des expérimentations de recherche, ok, mais dans la vraie vie, en vie réelle, pour qu'un patient respecte ce traitement, c'est tout un ensemble de conditions qu'il faut réunir. Et c'est là que, vous voyez, donc nous chez SBT, on est une entreprise de design cognitif. C'est une terminologie pour dire qu'on conçoit des expériences ou des outils là en l'occurrence des thérapies, mais on les co-construit avec l'utilisateur. Voilà. Donc c'est une formule qui peut paraître galvaudée alors qu'elle est essentielle. Dans notre démarche, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que justement, il faut que le patient observe son traitement. Si on ne le fait pas avec lui, si on ne co-construit pas la thérapie avec le patient au centre de la réflexion et de l'expérience, on perd toutes les chances que le traitement soit observé. Et à partir de là, on ne s'étonnera donc pas si dans 3, 5, 8 ans, notre bulle de thérapie digitale disparaisse. Parce que dans les faits, ce ne sera pas utilisé. C'est pourquoi c'est fondamental de s'attacher à cette partie-là. On va lancer un outil qui s'appelle Maeva. Et Maeva, donc c'est un protocole qui a été, c'est très spécifique. C'est fait pour entraîner l'empan visuo-attentionnel des enfants apprentis lecteurs. Donc apprentis lecteurs, c'est donc de 6 à 10 ans selon le parcours qui est plus ou moins réussi. Dans le langage écrit, il y a différentes composantes. Dans la lecture, il y a différentes composantes, notamment cette capacité cognitive de traiter un stimuli visuel à une vitesse suffisante pour pouvoir en faire un traitement.
Donc, pourquoi certaines personnes ont plus de difficultés que d'autres? C'est que si je vous affiche ici, désolé c'est en anglais, on s'en fiche, si je vous montre ça et que je relève, est-ce que vous avez eu le temps de lire? Maeva, c'est typiquement un protocole qui permet à des enfants qui présentent une certaine forme de dyslexie, je vais pas dans les détails, une dyslexie dite de surface, où l'empant visio-attentionnel est en jeu. C'est-à-dire que, en fait, on ne traite pas un stimulus suffisamment rapidement pour pouvoir l'encoder, pour pouvoir après le lire. Il a été démontré que c'est efficace. Si on fait ce protocole-là, c'est 20 minutes par jour pendant 6 semaines. Si on le fait, c'est efficace. Et en plus, il a été démontré que ça se transfère bien sur cette fois-ci la vitesse de lecture. Donc là, tout est parfait. Si je vous montre la nature de la tâche, c'est des choses qui s'affichent, qui disparaissent, où il va falloir faire ça pendant 20 minutes et reconnaître combien il y avait de sigles, combien est-ce qu'ils étaient de la même famille, peu importe. Donc ça, ça devient très théorique d'imaginer que des patients vont faire ça. Là, en l'occurrence, les patients visés, ils ont entre 6 et 10 ans. Donc vous voyez les centres d'intérêt, quand ils jouent à quelque chose, c'est pas tout à fait ce masochisme-là, d'accord? Donc là, il faut que justement, quand on le fait avec eux, trouver qu'est-ce qui fait que tous les jours, il y ait la motivation et l'envie pour faire cet entraînement. Et c'est là que, là typiquement, on va passer par le jeu vidéo. Et le jeu vidéo a de nombreuses vertus, on le sait. Ça a des travers, ça a des limites, ça peut avoir des impacts dès lors qu'on rentre à chaque fois dans les excès ou dans les travers. Mais là, si on utilise tous les leviers du jeu vidéo dans cette finalité thérapeutique, eh bien là, c'est certainement une scénarisation qui va permettre de favoriser ce traitement quotidien. Il y a un acteur à Toulouse qui s'appelle Freya, avec deux personnes, Alexis et Willy, des gens qu'on s'est toujours suivis dans nos parcours. Eux, ils sont experts de cette partie vraiment ludification d'activité, et ils ont une très bonne sensibilité de bienveillance et de soins. Et donc, quand je leur ai proposé de mettre une coquille, un écrin à ce protocole qui soit un jeu, le projet les a complètement enthousiasmés, nous aussi. Et on est dans ces phases où on va ajuster via des expérimentations avec des vrais gamins, pour dans nos termes, policher notre application, pour que derrière, on ait réuni le maximum de conditions pour que Maeva soit utilisée par un grand nombre. Ça, on a toute notre communauté orthophonique qui est consciente que l'outil est validé. L'étape de recommandation par les orthos, quand ce sera pertinent d'eux, on pense que ce sera tout à fait faisable, parce que dans l'état de l'art, c'est identifié. Donc ensuite, il reste à ce que ce gamin-là fasse son Maeva pendant ces 6 semaines. Là, voilà, on a utilisé le jeu, on en a créé un spécifiquement pour ça. C'est des jeux, cette fois-ci, à visée thérapeutique, qui vont inclure ou accueillir en son sein des protocoles qui sont spécifiques. Notre principal atout, je crois, c'est d'avoir traversé 20 ans. Voilà, on a commencé en 2000. Et en 2000, on pensait qu'en 3-4 ans, ça ressemblerait à ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Mais pendant ces 20 ans, on a eu des échecs, on s'est trompé, on a réinventé, on a corrigé des trajectoires, et je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a cet état de santé. On est une entreprise qui est assez en forme, hein. Voilà, depuis 3-4 ans, on a des résultats qui nous permettent de financer nos développements et notre ambition, et d'accompagner une croissance. Mais on est passé par des étapes particulièrement douloureuses. Et à chaque fois qu'on est revenu sur l'échiquier, on est revenu plus fort. Voilà. Et en traversant ce temps-là, on a croisé différents concurrents, on a plaisir à garder le plus historique, puisqu'il y a 20 ans, il y avait un acteur qui est aujourd'hui toujours là. Au début, c'était terrible. C'était terrible, c'était vraiment de la compétition avec jusqu'à de la rivalité,
personnel. Enfin, et aujourd'hui, on pourrait passer un week-end ensemble parce qu'on a, lui comme nous, on a traversé des épreuves, et on a vu d'autres gens arriver et repartir sur le marché parce que c'est difficile. Parce que l'idée en soi, elle est assez attractive, elle est assez naturelle. Voilà, fabriquer des outils pour les professionnels de santé, jusque-là, ok. Mais après, dès lors qu'on rentre dans les dimensions vraiment industrielles de la chose, avec une partie qui est la plus coûteuse dans tous les sens du terme. Je dis coûteuse, c'est pas nécessairement en financement en euros, mais coûteuse en temps, coûteuse en énergie, coûteuse justement en expérience, c'est l'accès au marché. L'accès au marché, c'est arriver à qu'une bonne idée sur le papier, un beau produit sur une étagère, rencontre ses utilisateurs et ses usages et traverse le temps. D'avoir vraiment fabriqué quelque chose, une expérience durable, ça c'est vraiment très difficile. Et voilà. Et je crois qu'aujourd'hui à Pineron, on peut envisager des projets parce que justement on a fait ce travail-là de conquête, pardon du terme très militaire, mais de conquête de parts de marché, voilà, de manière extrêmement laborieuse et lancinante pendant des années et des années. En 2000, c'était des versions très traditionnelles de visites médicales, où on allait voir des cabinets, où on présentait des choses, pour aujourd'hui être dans une démarche presque complètement opposée, où on a des demandes qui viennent de marketing, de contenu, où on va faire essayer les utilisateurs, tout ça à distance. Écoutez, déjà on est très heureux d'en parler probablement au passé. Parce que ces derniers temps, je disais à qui voulait l'entendre, si aujourd'hui on en connaît l'issue, au moins économiquement pour Pineron. Donc, si ça avait duré 3 semaines de plus, un mois de plus, si l'issue sanitaire n'était pas celle d'aujourd'hui, je pense que je ne pourrais pas raconter la même histoire. On s'est organisé parce qu'on a cette chance de pouvoir continuer notre métier, tous à distance, en télétravail, donc on s'était préparé. D'ailleurs, on a un site à Toulouse, on a un site à Lyon, on a un collaborateur à Rouen, on a 3 collaborateurs aux États-Unis. Donc nous, le télétravail et le travail à distance, c'était quelque chose qui était déjà maîtrisé. Le 16 mars, tout le monde était déjà chez soi en situation de... Voilà. La grande inquiétude, c'était, nous, notre cœur de métier, c'est fameusement ces professionnels de santé, orthophonistes, qui, les 3/4 sont en libéral, tout le monde ferme les cabinets parce que c'est un devoir réglementaire sanitaire. Nous, de notre côté, on a le confort d'avoir les 2/3 de nos utilisateurs qui sont abonnés à nos services. Donc on pouvait imaginer que ça soit une sécurité. Mais ce qui nous a le plus vraiment interpellé, parce qu'on a vraiment, on fait ce métier parce qu'on l'aime, clairement, c'est d'avoir projeté que chaque orthophoniste a une patientèle. Cette patientèle, c'est 50, 60, 80, 100 patients, et que du jour au lendemain, ces 100 patients se retrouvaient en rupture de lien avec l'ortho. Et l'ortho, réciproquement, coupé de ses patients. Et c'est là que le digital peut quand même faire des petits miracles. Et donc, on a fait une cellule de crise où je ne sais pas si je remercierai jamais assez mes équipes, mais ils ont été brillants, puisque on a vraiment improvisé. On a démarré avec un prototype qui permettait à l'orthophoniste de conserver une forme de lien avec son patient en pouvant lui envoyer des activités qu'il faisait la veille. Et donc, sans réfléchir, vraiment dans une solidarité sincère, on a mis à disposition ce dispositif auprès de toute notre communauté d'orthophonistes. Et puis on a été complètement dévoué à ce service-là pendant tout le mois de mars-avril. Puis après ça a été reconduit, donc on a reconduit aveuglément, voilà, okay. Jusqu'à fin mai où il y a eu 2 choses qui ont après inversé la phase. La première, c'est que
et ça, dans notre métier, c'est quand même quelque chose qui change profondément la donne. C'est que les prises en charge étaient quasi exclusivement faites en présentiel. Et là, il y a eu une dérogation liée à la crise sanitaire qui a permis à cette profession de pratiquer de la téléorthophonie, de la téléconsultation de manière temporaire pendant la crise sanitaire. Ça a permis de reprendre l'activité orthophonique. Et là, ça a été le premier coup d'accélérateur ou de retour vers la pratique. Mais pas la pratique d'hier, une nouvelle pratique, puisque là, de téléconsultation. Et puis ensuite, donc, le déconfinement et la réouverture des cabinets, où là aussi, avec beaucoup d'empathie, voilà, un cabinet la veille, un cabinet d'orthophonie, c'est joyeux, c'est accueillant, et voilà. Et le lendemain, c'est des blouses, c'est des masques, c'est des plexiglas, c'est du matériel qu'on fait passer, qu'on désinfecte. Les patients des orthophonistes, il y a tous les âges qui sont représentés. Donc, prenons l'enfant en bas âge, prenons la personne âgée désorientée qui revient dans un endroit comme ça. Enfin, c'est quand même extrêmement traumatique, hein, cette expérience. Et voilà. Et les choses, le métier se réorganise et comme on a des outils feedback en termes de données, d'usage. Et donc, on a vu nos courbes au 16 mars, on avait 5000 utilisateurs par jour, et le lendemain, zéro. On a mis en place cette fonctionnalité à la maison, c'est le lien dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on a vu effectivement 1000 puis 2000 orthophonistes qui envoyaient à leurs patients. Les chiffres, c'est 2000 orthophonistes, c'était 12 000 patients. 12 000 patients, c'est déjà, ça représente des réalités. Ces 12 000 patients, ils ont fait en tout plus de 60 000 exercices à l'échelle d'un mois. Voilà, donc ça nous, bien sûr que ça nous alimente pour faire un service. Et puis après, ce service, donc de prototype, on est passé dans nos jargons MVP, un minimum viable product. On a fait monter en version pour aujourd'hui. Cette fonctionnalité devienne quelque chose qui va rester dans les pratiques